Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous avez sans doute entendu ça plusieurs fois. À qualité, 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 qualité. Mais c'est quoi une entreprise de qualité à la fin de la journée? C'est quoi une entreprise de qualité? Donc, une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui a des avantages compétitifs. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que quand on investit, le futur est incertain. Et vu que le futur est incertain, le mieux, c'est d'aller avec les entreprises qui ont déjà démontré par le passé qu'ils ont la capacité de souffrir. Et avoir la capacité de souffrir, c'est avoir des avantages concurrentiels énormes qui vous permettent de maintenir vos marges et vos revenus. Vous m'entendez toujours dire revenus stables ou croissants, marge stable ou croissante, dette gérable, nombre d'actions stable. C'est pas pour rien. C'est parce que je ne veux pas acheter une entreprise qui a des revenus en dents de scie. Je ne veux pas acheter une entreprise qui a des marges en dents de scie. Je ne veux pas acheter une entreprise qui a une dette et qui ne peut pas gérer sa dette ou bien qui a une énorme dette. D'accord? Je ne veux pas acheter une entreprise qui émet des actions à tout va. Donc, en fait, c'est primordial, c'est déterminant pour le succès à long terme. Donc, pour se protéger au maximum, on favorise uniquement des entreprises de qualité. En France ou en Europe, c'est une expression que les gens ont souvent, ils veulent acheter des actions de bons pères de famille. Mais il ne suffit juste pas d'acheter des actions de bons... Généralement, les actions de bons pères de famille sont des actions qui versent un dividende et qui sont là depuis longtemps, qui ne vont pas disparaître. Mais en fait, en réalité, c'est des actions qui ont des avantages concurrentiels. Et les avantages concurrentiels sont différents dépendamment des entreprises, dépendamment des secteurs d'activité. Et dans le secteur d'activité, par exemple dans le secteur des logiciels, il y a un avantage concurrentiel que vous allez très souvent retrouver. Cet avantage concurrentiel, c'est ce qu'on appelle le coût de commutation ou le switching cost, d'accord? Donc, switching cost, c'est le premier avantage concurrentiel. Okay? Ça veut dire quoi, switching cost ou coût de commutation? Imaginez que vous avez été formé à utiliser le logiciel Excel ou bien la suite de logiciels ou Office. Quand vous arrivez, par exemple, dans un nouvel emploi, on vous demande d'utiliser, par exemple, Google Sheet, c'est pas la même chose. Il n'y aura pas la même fluidité. Il y a un délai d'apprentissage. Même si ça semble ressembler à Excel, ce n'est pas Excel. À la fin de la journée, il y aura un temps d'apprentissage. Et le temps, c'est de l'argent en entreprise. À la fin de la journée, quand vous avez commencé, par exemple, sur un logiciel, il est très difficile pour vous de changer. Donc, par exemple, si vous utilisez, par exemple, le logiciel de Salesforce, dans le logiciel de Salesforce, vous allez vous rendre compte que si vous utilisez un concurrent de Salesforce, ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas aussi fluide que ça. Donc, vous êtes habitué à un logiciel, ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas l'envie de changer, soit parce que vous ne voulez pas perdre du temps dans l'apprentissage, soit parce qu'à la fin de la journée, le logiciel, le concurrent fait exactement la même chose que vous, mais voilà, c'est une question de temps, d'accord? C'est la véritable raison, c'est une question de temps, ok? Donc, ça peut également coûter de l'argent à faire tout un changement drastique. C'est quelque chose que vous allez très souvent retrouver dans le secteur des logiciels. Donc, c'est le premier élément ici, c'est le switching cost, d'accord? Donc, quelle est l'entreprise qui a, par exemple, un switching cost? Apple a un switching cost, donc un coût de commutation. Donc, personnellement, j'utilise des produits Apple. Je sais que sur le point de vue technique, c'est pas une Ferrari, d'accord? Mais c'est pas non plus une Toyota. Donc c'est un exemple, hein, juste pour vous donner l'image, ok? Donc je sais que techniquement Apple, sur le plan technique, sur les ordinateurs, il y a mieux. D'accord? Mais je suis satisfait du produit d'Apple à la fin de la journée. Je ne suis pas un développeur ou quelqu'un qui fait un vidéaste professionnel où j'ai besoin d'un ordinateur très puissant. Non. Je me suffis à Apple. Et j'aime la suite Apple parce que je suis déjà habitué. Je sais que si j'ai ma tablette, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, tout est relié. Je suis fermé dans ce système, dans les logiciels iOS. Donc ça va, ça me suffit, ça fait le travail et je suis satisfait. Maintenant, quand je vais utiliser un Windows, c'est pas la même chose. Il y a des choses que j'ai l'habitude de faire sur Apple, sur des produits Apple que je ne peux pas faire sur un produit Windows. Ça me dérange. J'ai pas envie d'apprendre à nouveau, donc je préfère rester sur les produits Apple parce que il y a le coût de commutation. Exemple, je vous ai fait une vidéo par exemple sur une entreprise qu'on appelait Intuitive Surgical. Donc Intuitive Surgical vend un robot d'opération en fait qui est utile pour les chirurgiens. Une fois que vous avez formé le chirurgien sur ce robot-là, vous pensez qu'il a une envie d'aller utiliser un autre robot? Non, pas du tout. Pourtant, il y a des concurrents, comme par exemple Stryker. Stryker est un concurrent à Intuitive Surgical et vous allez voir que Stryker également a des avantages à ce qu'on appelle un switching cost. Mais
Une fois qu'un chirurgien a commencé à utiliser Stryker, il n'a pas d'avantage à aller sur, sur un robot intuitif chirurgical, surtout il y a un coût d'apprentissage derrière. C'est la même chose, généralement, bon, je ne dis pas dans une certaine mesure avec les avions. Un avion Boeing ne se pilote pas de la même façon qu'un Airbus. Il y a des similitudes, mais si vous prenez un pilote qui a été habitué à voler sur Boeing pour l'envoyer sur Airbus, il y aura un délai d'apprentissage et ça prend de l'argent. Donc ça, c'est le switching cost. C'est le premier élément ici. Comment est-ce que vous pouvez faire pour le reconnaître? Vous n'avez pas le choix que de lire, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que le consommateur final ici aujourd'hui, est-ce qu'il a un incitatif à changer? Sinon, si c'est le cas, si ce n'est pas, qu'est-ce qui pourrait le conduire à sélectionner la concurrence? Par exemple, ça c'est généralement dans le secteur des logiciels. Donc, si j'ai commencé à utiliser les produits de Dassault Systèmes, pourquoi est-ce que je vais aller sur la concurrence? Si j'ai commencé à utiliser les produits d'Adobe, donc Photoshop, etc., pourquoi est-ce que je vais aller sur la concurrence? Est-ce qu'il y a un délai d'apprentissage? Donc, ça, ce sont les questions à poser généralement pour les compagnies de logiciels. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actifs intangibles, intangible assets. Généralement, dans les actifs intangibles, ici, vous allez voir la marque, d'accord? Coca-Cola et Coca, c'est pas la même chose, ok? Donc, ça ne demande pas le même prix, d'accord? Les gens sont habitués à la marque. Quand ils vont au supermarché, s'ils veulent du Coca, ils veulent donnez-moi du Coke, même s'ils veulent du Pepsi. Donnez-moi du Coca-Cola, donnez-moi du Coke. Quand vous dites Coke, boum, ça sonne directement Coca-Cola. Alors qu'il y a également Pepsi. Personnellement, je ne bois pas de Pepsi. Mais, enfin, je ne bois pas du Pepsi-Cola, je bois du Coca-Cola. Et ce n'est pas parce que j'ai une préférence pour Coca-Cola. Je ne me suis même jamais posé la question à la fin de la journée. Vous voyez à quel point? Parce que quand je vais au supermarché, boum, je vais acheter du Coca. Point. Et pour moi, Coca, c'est Coca-Cola. C'est pas Pepsi. Et pour d'autres personnes, c'est juste Pepsi. Donc, il y a la marque. L'intangible asset également, c'est des marques comme LVMH, comme Louis Vuitton. D'accord? Et derrière la marque, pour qu'une marque ait autant de pouvoir que Louis Vuitton, il y a une stratégie derrière. D'accord? Il y a une stratégie derrière. Si Louis Vuitton commence à faire des soldes et que vous voyez que tout le monde commence à porter du Louis Vuitton, vous allez arrêter de porter Louis Vuitton parce que ce sentiment d'exclusivité-là ne sera plus le même. D'accord? Donc, la marque également est un actif intangible. Également, les licences. Par exemple, le gouvernement peut vous donner le droit, par exemple, de faire la ligne, je prends un exemple, Paris-Marseille, en autocar. Vous êtes la seule personne à le faire. Donc, vous avez ce droit-là. Donc, personne ne peut vous l'enlever parce que vous avez peut-être une concession sur 100 ans. C'est la même chose avec les autoroutes à péage. Ce sont des concessions, ce sont des droits. D'accord? C'est la même chose également. Bon, c'est pas dans la même chose, mais également avec les brevets, par exemple. Comme vous avez le brevet pour un médicament, vous avez le droit d'exploiter ce médicament-là dans une zone pendant telle année. Et si un concurrent arrive, il sera difficile qu'il rentre dans le marché, surtout s'il a le même produit que vous. D'accord? Donc, ça, ce sont généralement les actifs intangibles. Vous allez les voir dans plusieurs domaines, donc surtout dans le domaine des consumer defensive, donc généralement dans la consommation durable, ici, donc, dans le domaine des boissons, dans le domaine des vêtements. Donc, il y a plusieurs secteurs. Donc, il y a la marque qui est un actif intangible. OK? La marque est un avantage concurrentiel, mais toutes les marques ne se ressemblent pas. D'accord? Michael Kors et Louis Vuitton, ce n'est pas la même chose, même s'ils sont dans le même secteur d'activité, mais quand vous regardez à peu près la stratégie derrière, c'est tout à fait différent. D'accord? Coca-Cola et Pepsi, c'est pas la même chose, même s'ils sont dans le même secteur d'activité. Et il faudrait voir, c'est l'équivalent pour certaines personnes, mais pour certaines personnes ont des préférences. Ok? Starbucks, par exemple, et Café Premium, c'est un exemple. Hein, et je sais pas, c'est une chaîne de café ou bien une chaîne de restauration. En tout cas, Starbucks, le café de Starbucks, c'est cher. Maintenant, ne me posez pas la question à savoir s'ils ont le meilleur café au monde. Pour moi, le café est générique. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller au supermarché pour prendre un café de marque Nescafé ou Starbucks. Moi, quand j'arrive, c'est café, point. Certaines personnes, quand il va arriver, vont dire que non, c'est du café, mais du café Nescafé ou bien du café Nespresso, des choses comme ça. D'accord? Donc, ça, ce sont les actifs intangibles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le network effect, l'effet de réseau. C'est-à-dire que votre produit prend de la valeur parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Vous allez également voir cela dans le secteur des logiciels. C'est très commun dans le secteur des logiciels. Par exemple, le Windows, le logiciel Windows, qui est un système d'exploitation, a de la valeur parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Il y a de plus en plus de personnes qui ont développé des logiciels uniquement pour comment on appelait encore ça? Le mot m'échappe en fait. Donc, ils ont développé des logiciels uniquement pour l'environnement Windows, pour ce logiciel d'exploitation-là. D'accord? Ce n'est pas le seul logiciel d'exploitation qui existe au monde. Il y a le logiciel d'exploitation de Apple.
Vous avez un logiciel d'exploitation. J'oublie comment Apple s'appelle généralement. En fait, pourtant, j'ai un Apple, mais j'oublie toujours comment est-ce que s'appelle le logiciel d'exploitation de Apple. C'est pas iOS. Pour les ordinateurs, c'est totalement différent. Par exemple, si on parle de logiciel d'exploitation, par exemple, dans le domaine dans le domaine des téléphones, Android est un logiciel d'exploitation. iOS est un logiciel d'exploitation. C'est pour ça que je dis que quand vous comparez Facebook, quand vous comparez Apple et Samsung, c'est pas la même chose au niveau des téléphones. Parce que la force d'Apple, c'est son logiciel d'exploitation. Si les téléphones Apple prenaient des logiciels Android, ce serait un fabricant de téléphone comme un autre. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas les comparer. D'accord? Dans Android, maintenant, qui fait de l'argent dans Android? C'est Google qui fait de l'argent. Avec, dans une certaine mesure, Microsoft également, parce que Microsoft a certains brevets que Google utilise pour Android. OK? Donc, vous voyez encore la force des brevets à la fin de la journée. Mais en majeure partie, c'est Google qui fait de l'argent. OK? Donc, l'effet de réseau, c'est ça. Plus les gens ont commencé à utiliser des Android, personne, même s'il n'y a aucun incitatif pour quelqu'un de venir avec un nouveau système d'exploitation. Par exemple, quand on a bloqué Huawei sur les systèmes Android, ils ont fait leur propre système d'exploitation. Je ne sais pas si ça fonctionne, d'accord? Si ça fonctionne, tant mieux, mais c'est très difficile de faire concurrence maintenant à Android parce qu'Android est tellement populaire que voilà. On se dit que c'est le système d'exploitation par défaut. C'est pour ça que je dis généralement que je ne sais pas comment Steve Ballmer, l'ancien PDG qui est milliardaire aujourd'hui, l'ancien PDG de Microsoft, a fait pour rater le virage des téléphones mobiles. Pourtant, Steve Jobs, comment on appelle ça? Il a toujours été focus sur le système d'exploitation parce qu'il sait que c'est la clé quand vous vendez un logiciel, quand vous vendez un appareil. Il faut avoir le système d'exploitation parce que c'est là-bas qu'on fait de l'argent. D'accord? Donc, il faut avoir un environnement propre à vous. C'est pour ça qu'il a développé avant tout le système iOS. Et sur les ordinateurs Apple, il a décidé uniquement d'utiliser l'environnement d'Apple. D'accord? Donc, il y a le network effect. D'accord? L'effet de réseau. Plus les gens utilisent vos produits, plus il a de la valeur. D'accord? Donc, ensuite, vous avez les coûts d'exploitation. Vous avez également l'avantage concurrentiel lié au coût. L'avantage concurrentiel généralement lié au coût, vous allez le retrouver généralement dans le secteur minier. Ce genre de choses-là. C'est-à-dire que les champs pétroliers de pétrole, de Total ont peut-être plus de valeur que les champs pétroliers d'une entreprise, par exemple, comme Eni. C'est un exemple. Hein. C'est la raison pour laquelle Total va dégager des marges bénéficiaires élevées quand le prix du pétrole est haut. Même quand le prix du pétrole est bas, ils vont arriver à être rentables parce qu'ils ont un focus sur les coûts. Sur les coûts. D'accord? Également, le cost advantage, c'est également quelque chose que vous allez voir dans le secteur aérien. Ne comparez pas Ryan Airlines et Air France, ce n'est pas la même chose. Parce que le secteur aérien, ce n'est pas une affaire de marque. Ce n'est pas une affaire de nombre d'avions. C'est une affaire de coûts. Si vous voulez être rentable, vous devez avoir les coûts de production les plus bas du marché, les coûts d'exploitation les plus bas. D'accord? Pour le secteur des miniers, ce sont les coûts de production les plus bas du marché. Et généralement, ces coûts de production les plus bas du marché, vous allez les voir uniquement quand tout va mal. Donc, regardez les entreprises qui exercent dans le secteur minier. Quand tout va mal, vous allez voir que certaines arrivent à avoir des marges assez élevées. Vous allez voir également que vous allez le voir également dans le service des secteurs, dans le secteur des services liés au pétrole. Vous allez voir qu'il y a des entreprises qui ont des coûts, qui ont un avantage concurrentiel lié au coût. Il y a une entreprise qui me revient toujours en tête, c'est National Oilwell Varco, qui est une entreprise qui n'a pas perdu, qui n'a pas perdu d'argent, mais qui arrive à se maintenir correctement, même en période difficile. Vous allez voir que le prix du pétrole a baissé depuis plusieurs années, depuis 2014. Même quand le prix du pétrole est haut présentement, elle n'a jamais perdu d'argent. Elle a toujours eu des free cash flow positifs. C'est la même chose avec Core Laboratory. Il y a un avantage concurrentiel dans cette entreprise aussi. C'est peut-être pas un avantage concurrentiel lié au coût. Je pense que c'est l'avantage concurrentiel ici, c'est surtout le coût de commutation. Parce que le National Oilwell Varco a fourni des plateformes pétrolières de A à Z. D'accord? Et quand vous voulez faire la maintenance d'une plateforme pétrolière, vous allez acheter le produit final, les outils pour remplacer, pour faire la maintenance, vous allez les acheter à National Oilwell Varco. D'accord? Donc, elles ont un avantage concurrentiel à ce niveau-là. Donc, au niveau des coûts, par exemple, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le secteur minier. Également, vous pouvez le retrouver dans le secteur, le secteur de la vente au détail. D'accord? La vente au détail. Walmart a un avantage concurrentiel par rapport aux coûts. D'accord? Ils sont tellement grands qu'à la fin de la journée, ils peuvent avoir les coûts d'exploitation les plus bas. D'accord? Donc, il faut également aller regarder ça là-bas. Donc, après, vous avez les économies d'échelle. Donc, économie d'échelle, ça veut dire que plus vous êtes gros, en fait, ça veut dire que vous commencez à dégager, le secteur commence à être rentable quand vous atteignez une masse critique.
Vous allez voir généralement ça dans le secteur de la grande distribution, dans le secteur de, pas la grande distribution, mais dans le secteur, dans des entreprises qui sont généralement qui vendent généralement en gros. Par exemple, je prends un exemple simple, hein, dans le domaine de la distribution de médicaments. Je vous ai parlé d'une entreprise qu'on appelle McKesson, Cardinal Hill et Ameris-Sousbergen. Ils détiennent à peu près 90% du secteur de la distribution de médicaments aux États-Unis. D'accord? Donc, dans ce secteur-là, vous allez voir que il n'y a pas les marges sont tellement minimes qu'il n'y a pas d'avantage pour quelqu'un de venir faire concurrence. Ils ont des marges d'1%. Pourtant, ils ont des revenus de 200 milliards. Donc, c'est quand vous atteignez une masse critique que vous commencez à dégager du chiffre, des marges bénéficiaires élevées ou bien des marges bénéficiaires positives. Donc, il n'y a pas d'avantage pour un concurrent de rentrer sur le marché parce qu'il va juste ne pas dégager d'argent et il va tomber en faillite. Donc, il n'y a pas d'avantage à aller faire concurrence à quelqu'un qui a des marges de 1%. Pourtant, il y a un avantage à aller faire concurrence à quelqu'un qui a des marges de 40% par exemple. OK? Donc, il y a ça. Donc, ici, dans ce document-ci, aussi, on vous montre, OK, au niveau du switching cost, généralement, vous allez retrouver dans le secteur des logiciels, il y a Stryker, qui est une entreprise dans le secteur pharmaceutique, mais dans le secteur pharmaceutique matériel. D'accord? Quand vous êtes habitué à utiliser un matériel pharmaceutique, un appareil, vous n'avez pas d'incitatif à changer. D'accord? Vous avez Salesforce également dans le secteur des logiciels. Également, ici, vous allez dans les actifs intangibles, vous avez Starbucks, vous avez Eli Lilly. Eli Lilly, c'est une entreprise qui exerce dans le secteur de pharmaceutique. D'accord? Donc, dans le secteur pharmaceutique, on a les brevets. Dans le Starbucks, c'est la marque. Cette marque-là commande un prix premium. Et si vous allez voir au niveau de l'effet de réseau, par exemple, vous allez voir Google. Vous allez voir Google, par exemple, par rapport à son moteur de recherche. Ce n'est pas le seul moteur de recherche qui existe au monde, mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est le premier moteur de recherche dans les économies développées. Enfin, je ne dirais pas les économies développées, mais généralement en Europe, en Amérique, en Afrique. Mais en Chine, ils ont toujours leurs affaires. En Asie, en Chine, ils ont généralement leurs affaires. En Russie également, ils ont leurs affaires. Enfin, pas pour tout le monde, mais ils ont également leur moteur de recherche. Donc ici, Google a par exemple l'effet de réseau. D'accord? Ils ont de la valeur parce que de plus en plus de gens l'utilisent. Visa également a de la valeur parce que de plus en plus de gens utilisent Visa. Vous ne pouvez pas faire concurrence à Visa. Vous pouvez faire concurrence à Visa, mais pour atteindre son effet de réseau, même en Jamaïque, vous pouvez utiliser Visa. Je prends un exemple. Pourtant, si je développe mon système pour concurrencer Visa ici aujourd'hui, ça sera très difficile pour moi de faire concurrence. Je ne pourrais pas être disponible sur tout le territoire, sur toute la planète en si peu de temps. Donc, c'est-à-dire que Visa aura toujours de la valeur. Donc, après, vous avez des entreprises ici comme, par exemple, vous avez l'avantage sur les coûts, donc l'avantage concurrentiel lié aux coûts. Vous allez voir, par exemple, ici, les trucs comme Anheuser-Busch InBev qui est sous-évalué. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Elle est sous-évaluée. Non seulement elle a plusieurs avantages concurrentiels, parce que ça existe, une entreprise peut avoir plusieurs avantages concurrentiels. Non seulement elle a les marques, donc ça veut dire qu'elle a l'actif intangible, parce qu'elle a des bières, par exemple, la bière Corona, c'est une marque. D'accord? C'est une marque qui appartient à Anheuser-Busch InBev en dehors des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, cette marque-là est exploitée par une autre entreprise. Donc, c'est une marque qui commande un prix premium, ok? Mais également, dans ce secteur, la distribution est très importante. Et quand vous avez une masse critique, vous avez la capacité de réduire vos coûts d'exploitation. D'accord? Donc, également, vous avez c'est ce qu'on appelle, ils sont efficients parce qu'ils sont globaux, ils sont répartis sur tout le territoire. C'est quelque chose de très important, surtout dans le secteur des alcools. OK? Au niveau de Walmart également, le fait que Walmart soit tellement gros qu'ils peuvent couvrir tout le territoire américain est un avantage concurrentiel au niveau des coûts. Ils sont très efficients à ce niveau-là. Donc, ils ont des coûts d'exploitation très bas par rapport à ça. D'accord? Donc, ici, vous avez également les économies d'échelle, d'accord? Les économies d'échelle, par exemple, vous les atteignez parce que, voilà, comme je vous l'ai dit ici, vous êtes tellement gros. Quand vous atteignez une masse critique, vous commencez à devenir rentable. Par exemple, dans le secteur du railroad, dans le secteur des ferroviaires aux États-Unis, pendant très longtemps, ce secteur-là a été très concurrentiel parce qu'il y avait plusieurs entreprises différentes. Mais ce secteur-là a été consolidé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être 3 grandes entreprises aux États-Unis, 3 ou 4 qui exercent dans le secteur ferroviaire. Et ce secteur ferroviaire est devenu rentable parce qu'il y a très peu de compétiteurs maintenant. Et quand vous avez des lignes de chemin de fer dans une région, généralement, il n'y a pas de concurrence dans cette région-là. Elles ne se font pas concurrence généralement. OK? So, ici, également, vous pouvez avoir des avantages concurrentiels à ce niveau. Également, vous avez comment on appelle ça?
les utilities, les compagnies qui distribuent du gaz ou du pétrole, du gaz pour le chauffage, ou bien de l'électricité. Ici, ils ont jamais un monopole naturel, en fait. Non seulement ils ont deux, il y a également le droit d'exploiter, le droit de distribuer de l'électricité dans une région. Donc, et également, vous avez ces effets de masse-là parce qu'à la fin de la journée, vous avez atteint une masse critique, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence et que vous êtes généralement le seul dans une région. Donc, voilà les différents avantages concurrentiels ici. Donc, vous pouvez, ce document-ci, je l'ai pris ici sur le site de Van Eck. Donc, vous pouvez aller revoir ce document-là. Et si vous le voulez également, vous avez juste à taper, voilà, allez sur Google, hein, vous faites juste ça, copier, what make a moat. Donc, vous allez ici, vous coller et vous tapez à côté Van Eck. Sans doute, vous allez tomber sur le PDF directement et boum, vous allez, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur ce PDF-ci. Peut-être qu'il sera, je ne sais pas si ça sera le même ou bien, mais ça sera quelque chose d'identique à ça. Donc, voilà les différents avantages concurrentiels, d'accord? Ces différents avantages concurrentiels sont plus qualitatifs que quantitatifs, mais le qualitatif et le quantitatif vont ensemble. Pour pouvoir déterminer quelle est la nature exacte de l'avantage concurrentiel, il faut lire. D'accord? Mais pour pouvoir déterminer qu'une entreprise a des avantages concurrentiels, vous pouvez déjà regarder ces chiffres. En prenant l'habitude de regarder les chiffres d'une entreprise, vous commencez à développer certains automatismes, surtout dans les secteurs. Je sais personnellement que National Oilwell Varco a des avantages concurrentiels. Mais maintenant, quels sont ces avantages concurrentiels-là? Je pense que c'est au niveau du switching cost, coût de commutation. D'accord? Parce qu'elle vend un matériel que, quand vous êtes habitué à l'utiliser, vous n'avez pas le choix que de continuer à l'utiliser à la fin de la journée. OK? So, vous allez voir également des entreprises comme, je prends un exemple, quelle entreprise me vient en tête directement ici? Il y a une entreprise que j'aimais bien, mais bon, elle me sort de la tête. Bon, je vais aller dans le tracker ici. Dans la plupart des entreprises qui existent, par exemple, dans le secteur, qui sont des dividendes aristocrates, ont généralement des avantages concurrentiels. Troisième, un avantage concurrentiel. Son avantage concurrentiel est intangible. Et ils ont plusieurs brevets, plusieurs marques qui commandent un prix premium. D'accord? C'est une compagnie de chimie spécialisée. D'accord? Donc, quand ils ont un produit, ils peuvent augmenter le prix parce qu'ils ont cette propriété intellectuelle-là. D'accord? Vous allez également voir des produits comme Adobe. Il y a également Acuity Brands, qui est une excellente entreprise. Allez voir ce qu'elle fait. Donc, je pourrais passer des heures à parler d'avantages concurrentiels. On va juste se limiter ici, juste pour vous dire qu'à un certain niveau, lisez les rapports financiers des entreprises et quand vous regardez les états financiers, par exemple, vous pouvez commencer à voir qu'il y a des avantages concurrentiels. Regardez Fastenal. C'est une entreprise ici, si je vous dis ce qu'elle fait, Fastenal, en fait, vend comment on appelle ça encore? C'est de la vente en gros, généralement. C'est la distribution en gros pour le secteur industriel. D'accord? Dites-vous que des entreprises comme Total ne se fournissent pas pour des pièces industrie, pour des pièces dans des petits magasins. Il y a généralement un distributeur industriel ici dans Fastenal, c'est ce qu'ils font. Également, ils sont dans le secteur industriel, mais ils distribuent à peu près des trucs comme des vis, ce genre de choses-là. C'est des trucs aussi insignifiants que ça, mais vous vous rendez compte que c'est tellement important parce qu'une vis là, si vous avez la mauvaise vis, ce n'est pas bon. Sur la fin de la journée, vous voyez Fastenal ici a des avantages concurrentiels parce que quand je commence à regarder les rapports financiers de cette entreprise-ci, voilà ce qui me saute aux yeux. Je regardais le revenu. Première chose, revenu est croissant. Est stable, ok? Ça, c'est une première chose. Et maintenant, je vais regarder les marges ici. Pour moi, ici, ce n'est pas une affaire de que les marges brutes doivent être de tel pourcentage pour avoir des avantages concurrentiels. Non, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs d'activité. Il faut d'abord avoir des marges brutes stables. Premier niveau, c'est la stabilité. Vous voyez ici que c'est une entreprise qui a des marges brutes à peu près stables. On voit qu'il y a une différentiel ici, là, sur les dernières années. Mais ce n'est pas parce que les marges brutes diminuent qu'il y a forcément une perte en termes d'avantages concurrentiels. Ceci peut être dû au fait que l'entreprise présentement a peut-être fait des acquisitions dans un segment d'activité pour essayer de développer un nouveau segment. C'est un exemple. Hein. Vous voyez que là où j'avais des marges brutes décroissantes sur les dernières années, j'ai des marges EBITDA croissantes plutôt, ou bien stables. D'accord? Donc, quand vous remarquez une entreprise qui a une stabilité au niveau des marges brutes, vous savez, ou bien des marges EBITDA, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des avantages concurrentiels. Donc, c'est surtout la stabilité qui est importante. Donc, je vais me limiter là. Je pourrais parler de ça pendant des heures, comme je vous l'ai dit. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours, Top Invest, ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Parce que je sais que quand vous achetez une entreprise de qualité à un bon prix, il y a de fortes chances que vous gagnez de l'argent à long terme. D'accord?
Mais il faut l'acheter au bon prix. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise, par exemple, qui verse des dividendes depuis 40 ans est forcément une entreprise, dividendes croissants est forcément une entreprise de qualité. Mais ce n'est peut-être pas un bon investissement également. Tout va toujours dépendre du prix d'acquisition. Et c'est ce que je vous montre ici facilement en essayant d'évaluer les entreprises. Donc, on va se limiter là. Voilà les différentes sources d'avantages concurrentiels. Pour ceux qui veulent aller plus loin, d'accord ? Ici, il y a un livre qu'on appelle The Little Book That Built Wealth. Donc, je le dis en anglais. Bon, je ne sais même pas si je le prononce bien. C'est un livre de Pat Dorsey. D'accord ? Vous pouvez le lire pour essayer. Ça parle uniquement d'avantages concurrentiels. Comment est-ce que vous pouvez déterminer un avantage concurrentiel ? Quelles sont les questions que vous devez poser pour pouvoir déterminer qu'il y a un tel ou tel avantage concurrentiel ? C'est un livre exceptionnel à lire. Il y a également la version française que vous pouvez retrouver avec, je pense que ce sont les éditions Valor. Vous pouvez aller la retrouver en français à ce niveau-là. Donc, également ce livre aussi, The 5 Rules for Successful Stock Investing. C'est un excellent livre. En fait, c'est un 360. C'est un livre facile à lire qui vous parle de comptabilité et d'avantages concurrentiels dans le même livre. D'accord ? Ça, c'est... En fait, si j'avais juste à choisir un livre, si je devais aller sur une ligne, on me demandait de choisir un seul livre à lire sur le domaine des investissements, un seul, j'allais prendre ce livre aussi. Ce n'est pas qu'il est le plus complet, mais il me donne une vue générale, une vue d'ensemble. OK ? Donc, ce livre est important à lire. Et il n'y a pas de version française, mais si vous pouvez déjà lire en anglais, si vous investissez aux États-Unis, vous n'avez pas le choix que de lire en anglais. OK ? Donc, on va se limiter ici aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur les avantages concurrentiels. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.